Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. J'ai décidé depuis 2018 de ne plus considérer le 20 mai comme une fête nationale au Cameroun. Et il y a quelques années, j'avais d'ailleurs suggéré, ici même sur cette chaîne, que le 20 mai soit purement et simplement banni. Que célèbre-t-on véritablement le 20 mai? Tous les pays de ce monde commémorent la fête nationale. C'est-à-dire quand on parle de fête nationale, dans tous les pays du monde, c'est pour célébrer un événement majeur, un événement important dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette nation. Je prends par exemple la Norvège où je vis. La Norvège célèbre tous les 17 mai la fête nationale. C'est pour commémorer, c'est pour se souvenir de de l'indépendance. Donc c'est à cette date-là que la Norvège a écrit sa toute première constitution. C'est donc le 17 mai 1814 que la Norvège a écrit sa toute première constitution. Vous quittez la Norvège, vous allez en France. La France célèbre sa fête nationale le 14 juillet, tous les 14 juillet. C'est pour célébrer la prise de la Bastille, donc la fin de la monarchie de Louis XVI. J'irais même jusqu'à prendre pour exemple certains pays africains. C'est-à-dire que dans ces pays-là, quand on parle de fête nationale, on se rappelle de l'indépendance de ce pays, c'est-à-dire de l'affranchissement de ce peuple, de cette nation-là, de la tutelle coloniale. Or, au Cameroun, que célèbre-t-on le 20 mai? On célèbre une date, c'est-à-dire qu'un référendum frauduleux. On célèbre une date à laquelle le peuple du Southern Cameroun a été poignardé dans le dos. C'est-à-dire que le 20 mai, c'était il y a 51 ans, le 20 mai, Ahidjo, qui était le président de la République du Cameroun de l'époque, en complicité avec ses maîtres français, ont annexé, c'est-à-dire qu'ils ont parachevé le processus d'annexion du Southern Cameroun, qui a commencé en 1961. Vous savez tout ce que j'ai eu à en dire ici concernant l'indépendance du Southern Cameroun. J'ai eu à dire ici maintes fois que les Southern Camerounians, ou si vous voulez les Ambazoniens, ont pleinement raison de se battre pour conquérir, pour reconquérir leur indépendance, parce que c'est un peuple indépendant et souverain à la base. C'est un peuple qui avait des institutions, qui avait un premier ministère, qui avait un gouvernement, qui avait un parlement, qui avait des lois, qui avait une constitution, qui avait une police. Et à la faveur de ce 20 mai que l'on célèbre aujourd'hui, tout cela a volé en éclats à cause de la France, à cause d'Amadou Ahidjo, qui voulait annexer ce territoire afin d'exploiter les ressources du sous-sol, dont le pétrole qui gît sur ce territoire-là. Voilà pourquoi j'estime que cette fête-là ne mérite pas d'être célébrée. Je ne la célébrerai pas du tout parce que c'est une imposture. C'est même une haute trahison vis-à-vis d'un peuple à qui l'on a tout pris, à qui l'on a tout arraché, y compris son destin. On célèbre une date à laquelle on a détruit tout un peuple, toute une nation,
à savoir le peuple du Southern Cameroun, la nation Southern camerounaise, alors là, moi, je refuse de célébrer cela. Je dis et je répète que le Southern Cameroun a bel et bien le droit, c'est-à-dire que l'indépendance, la guerre d'indépendance qui est en cours en ce moment dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est une guerre légitime en conformité avec les textes de l'ONU. Parce que si vous allez, si vous jetez un coup d'œil sur la résolution 1541 du 15 décembre 1960, il y a un principe relatif à l'intégration d'un territoire non encore autonome dans un État indépendant. Alors, selon cette résolution-là, c'était au peuple du Southern Cameroun, lui seul, de décider si oui ou non il souhaitait s'intégrer dans la République du Cameroun. Or, qu'est-ce qui s'est passé lors du référendum du 20 mai 1972? Ahidjo s'est arrangé à ce que la majorité francophone participe à ce référendum-là. Alors que du simple point de vue de la logique, c'est-à-dire qu'au nom de la simple logique, au nom de la logique pure et simple, il revenait au peuple du Southern Cameroun et à lui seul de décider si oui ou non le Southern Cameroun devrait devenir une partie de la République du Cameroun. Alors, lorsqu'on nous parle aujourd'hui de la fête de l'unité, de quelle unité s'agit-il? Une unité qui ne résulte nullement du consentement du peuple censé nous rejoindre. Que célèbre-t-on exactement? De quelle unité parle-t-on? Quelle unité célèbre-t-on aujourd'hui? Une unité obtenue de manière frauduleuse et dolosive? C'est de ça qu'il s'agit. Je tiens à vous rappeler que le Southern Cameroun, ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest là, ces gens-là, et je vais le répéter ici, ces gens-là avaient décidé lors de la conférence de Mamfé, c'est-à-dire que la conférence pré-plébiscite qui avait eu lieu du 10 au 11 août 1959, que le référendum d'autodétermination qui devrait avoir lieu aux Nations Unies ne devrait porter que sur deux questions. Voulez-vous rester intégré au Nigeria ou alors voulez-vous vous séparer du Nigeria pour créer un État indépendant? Nulle part il n'était prévu quelque rattachement que ce soit avec la République du Cameroun. C'est-à-dire quand ça s'appelait la All Conference Party, qui a eu lieu du 10 au 11 août 1959 à Mamfé. Alors, ils avaient décidé que ces deux seules questions, c'est-à-dire que ces questions soient les seules à leur soumettre lors du référendum d'autodétermination. Qu'est-ce qui se passe? Sir Philip Sonsitne, qui présidait cette conférence-là, au lieu de tenir compte des résultats qui s'étaient dégagés du vote, il a pondu un rapport qu'il a transmis au Conseil de tutelle des Nations Unies. Le rapport faisait état de ce que le Southern Cameroun ne peut pas être totalement indépendant parce qu'il n'est pas économiquement viable. Pourtant, dans un rapport publié par une mission des Nations Unies qui a séjourné dans le British Cameroun, je crois en avril 1957, le rapport en question faisait état de ce que l'économie du Southern Cameroun était prometteuse. Donc, c'est donc sur la base du rapport transmis par Sir Philip Sonsitne au Conseil de tutelle des Nations Unies à l'issue de la conférence, la All Party Conference de Mamfé, que l'Assemblée générale des Nations Unies décide d'exclure l'option de l'indépendance totale pour inclure celle du rattachement à la République du Cameroun. Et voilà pourquoi
Lors du plébiscite du 11 février 1961, le peuple du Southern Cameroun n'avait plus qu'à choisir d'être indépendant, soit en se rattachant à la République du Cameroun, soit en se rattachant au Nigeria. L'indépendance totale avait été exclue en violation de la Charte des Nations Unies, notamment l'article 76 alinéa B, qui prescrivait que l'octroi soit de l'autodétermination, soit de l'indépendance à un peuple doit tenir compte des spécificités de ce peuple et surtout de la volonté de la majorité de ce peuple. Alors la majorité du peuple du Southern Cameroun a donc décidé, lors de la conférence pré-plébiscite qui s'est tenue à Mamfé, que seules deux questions devraient leur être soumises lors du référendum d'autodétermination. Voulez-vous rester rattaché au Nigeria parce que le Southern Cameroun était une partie de l'Est du Nigeria avec un statut, on va dire, de territoire quasi autonome? Ou alors voulez-vous vous séparer du Nigeria pour former un État indépendant? Bon, le Sir Philip Sitney, qui était le commissaire de l'ONU, qui présidait cette réunion, a passé outre cette volonté de la majorité du peuple de Southern Cameroun pour imposer le rattachement au Cameroun carrément. Ça, il faut le dire parce que le rattachement au Southern Cameroun, à la République du Cameroun, n'était pas du tout prévu. Alors, il y a donc eu le 11 février 1961, le fameux plébiscite, et contre mauvaise fortune, bon cœur, le peuple du Southern Cameroun, qui en avait marre de l'association ou de l'alliance avec le Nigeria, a été contraint de choisir d'être indépendant en se rattachant au Cameroun. Bon, après donc le plébiscite du 11 février 1961, l'ONU vote une résolution. Le 21 avril 1961, la résolution 1608. Cette résolution ne sera jamais appliquée parce que le point 5 de cette résolution prescrivait que les deux gouvernements, le gouvernement de la République du Cameroun, le gouvernement du Southern Cameroun, devaient entrer en pourparlers en vue de définir des politiques concertées et déclarées. Et quand on parle de pourparlers ici, ça veut dire que les négociations doivent aboutir à un accord écrit et déclaré au niveau du secrétariat des Nations Unies. Cet accord n'a jamais été signé. Quand le Sénégal et la Gambie avaient créé la Sénégambie en 1981, je crois, 81 ou 82, ils avaient signé un accord qui a été déclaré au niveau des Nations Unies. Or, les deux Cameroun n'ont jamais signé. Quand les gens parlent même de réunification, il faut un accord de réunification. Quand les deux Allemagnes se sont réunifiées en 1990, en août, il y a eu un accord qui a été signé entre les deux Allemagnes. Or, tout le temps, on nous parle de réunification, monument de la réunification, etc. Où est l'accord qui réunifie les deux Cameroun? Aujourd'hui, on parle d'unité nationale. Où est l'accord qui unit les deux Cameroun? Cet accord existe où? Il a été signé quand et par qui? Voilà pourquoi je parle d'annexion. C'est-à-dire que le Southern Cameroun a quitté le statut de tutelle de l'ONU pour rentrer dans une autre tutelle. Cette fois-là, de la France-Afrique. Parce que les anglophones, là, ils sont victimes de ce qu'on appelle très souvent la France-Afrique. D'abord, lors de la conférence de Fumban, les représentants du Southern Cameroun découvrent qu'en fait, d'accord prévu par la résolution 1608 du 21 avril 1961, il s'agissait en réalité d'un projet de modification de la Constitution qui était déjà appliquée, la Constitution du 4 mars 1960, qui était déjà appliquée en République du Cameroun et qui n'était pas opposable
au peuple du Southern Cameroun, parce que le Southern Cameroun, comme je vous l'ai dit au début, avait ses institutions, avait son parlement qui votait des lois, avait une constitution. Maintenant, les gars décident que non, ce que Ahidjo leur a soumis lors de la conférence de Fumban de juillet 61, c'était un projet de modification de la Constitution qui était appliqué en République du Cameroun. Et ce projet de modification de la Constitution a été promulgué par Amadou Ahidjo, tout seul. Et le Parlement du Southern Cameroun n'a jamais vu trace de ce projet de Constitution. Ce projet de Constitution a été concocté par les conseillers français d'Amadou Ahidjo. Bon, il s'agissait de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961. Mais cette constitution n'était fédérale que de nom, puisque Ahidjo concentrait pratiquement tous les pouvoirs. Comble de l'escroquerie politique, Amadou Ahidjo a signé un décret portant création des régions administratives. Je crois qu'il y en avait 6. Et ces régions administratives-là avaient à leur tête des inspecteurs fédéraux. Et devinez quoi? Le Southern Cameroun, qui à la faveur de la Constitution fédérale de 61 est devenu West Cameroun, a été érigé en région administrative, avec à sa tête un inspecteur fédéral nommé par Amadou Ahidjo, qui devait être au-dessus du Premier ministre John Goufoncha, élu au suffrage universel direct en janvier 1959. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'entourloupe autour. En fait, c'est la France qui avait voulu que les choses soient ainsi, parce que le plan machiavélique de la France à l'époque, c'était de faire en sorte, c'est-à-dire que d'expurger tous les vestiges de la colonisation anglaise dans le Southern Cameroun, de franciser le Southern Cameroun en fait. C'était ça le projet de la France. Voilà pourquoi la France a incité Amadou Ahidjo à affecter le maximum de fonctionnaires francophones dans le Southern Cameroun, affecter le maximum de fonctionnaires francophones dans le Southern Cameroun, de manière à ce que le peuple anglophone qui y vit ait de plus en plus tendance, c'est-à-dire que le peuple anglophone intègre la culture politique, la culture administrative française. C'était ça le projet de la France. Parce qu'elle ne semblait pas très satisfaite de ce fédéralisme-là. Et le fédéralisme que le Cameroun a connu entre le 1er octobre 1961 et le 20 mai 1972, c'était une étape transitoire vers un État unitaire hyper centralisé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand intervient le référendum du 20 mai 1972, c'est tout naturellement donc que le Southern Cameroun devient une partie de la République unie du Cameroun de l'époque, qui est devenue République du Cameroun en 1984, donc après l'arrivée de Paul Biya au pouvoir le 6 novembre 1982. Et la tactique du gouvernement français, c'était quoi? Après ce référendum de 72, il fallait diviser le peuple du Southern Cameroun, c'est-à-dire que la politique du diviser pour mieux régner, en nord-ouest ou province du nord-ouest et province du sud-ouest. Ça, c'est une volonté des autorités françaises depuis toujours. L'objectif, c'était d'éviter toute revendication, c'est-à-dire d'éviter que le peuple du Southern Cameroun forme une union en cas de revendication indépendantiste ou fédéraliste,
Donc, il fallait trouver un moyen de toujours monter les populations du nord-ouest contre les populations du sud-ouest. Voilà pourquoi le Southern Cambrous a été divisé en ces deux provinces-là, qui sont des régions aujourd'hui, du nord-ouest et du sud-ouest. Et on nous parle d'unité, alors que la France et Ahidjo, à l'époque, se sont arrangés à semer la désunion au sein du Southern Cameroun pour leurs intérêts géopolitiques, géostratégiques. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous entendez parler aujourd'hui des commissions nationales des bilinguismes, multiculturalisme, ça, ce sont les Français qui ont suggéré cela à Biya au début des années 90. Vous savez ce qui se cache derrière? En fait, l'objectif des Français, c'est de faire du Cameroun un tout homogène. Parce que selon la classe politique française, ce que vous appelez les deux régions anglophones n'ont pour seule et unique spécificité que la langue anglaise. Mais pour tout le reste des aspects, ils ne sont pas, c'est-à-dire que les anglophones ne sont pas différents des autres peuples du Cameroun. C'est ainsi que vous trouverez par exemple les Bakwere, qui ne sont pas différents des Sawa, ou alors vous trouverez des Banso, qui ont des cousins au niveau dans le Noun. Vous trouverez par exemple, je ne sais pas moi, les gens de Lebi-Alem là, qui ont des frères au niveau de la Ménois, etc. Voilà donc le raisonnement du gouvernement français. Parce que l'objectif, c'est de considérer celui qui vit ou alors qui est né à Boya, à Bamenda, à Batibo, etc. Non pas comme un anglophone, non pas comme un ressortissant du Southern Cameroun de l'époque, mais comme un Camerounais d'origine soit Nso, soit Bafo, soit Bakweri, soit Meta, ou je sais pas moi, quelle autre langue vernaculaire parlée dans le Southern Cameroun. C'est ça la stratégie française. Faire en sorte que le Cameroun forme un tout homogène, qu'on ne parle plus d'anglophone ni de francophone. Voilà pourquoi les autorités camerounaises évitent ces appellations-là, juste pour plaire aux colons français. Quand vous entendez souvent « Oh, les gens du sud-ouest sont contre ceux du nord-ouest », et j'aimerais vous inviter à remarquer ceci. Les autorités camerounaises, chaque fois qu'il y a soulèvement en zone anglophone, les autorités camerounaises ont tendance à se ranger derrière les populations du sud-ouest parce qu'elles considèrent ces dernières comme moins frondeuses que celles du nord-ouest. Donc, toute cette division-là, c'est la France qui a voulu que ça se passe ainsi. C'est la France qui a voulu que ça se passe ainsi. Alors, elle peut exploiter les ressources pétrolières, c'est-à-dire que le pétrole et le gaz qui gît dans cette zone sans problème. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et même du côté dans la partie francophone, nous n'avons pas de problème. Il n'y a jamais eu de guerre entre tribus au Cameroun, de guerre tribale, pour qu'on puisse exalter l'unité, faire de l'unité nationale une obsession, faire de l'unité nationale un objet de festivité. Vraiment, est-ce que le Cameroun a un jour connu une guerre civile? Est-ce que les Camerounais ont connu un affrontement tribal, un de ces quatre, pour qu'aujourd'hui, on puisse nous parler de l'unité nationale, pour qu'on puisse en faire une obsession aujourd'hui? Non. C'est tout simplement parce que quand l'unité nationale là, l'unité nationale dont parlent les autorités camerounaises là, en fait, ce sont les anglophones qu'on vise. Ce sont eux qu'on vise.
D'ailleurs, elles-mêmes, ces autorités camerounaises-là, elles n'y croient pas beaucoup. Puisque c'est le pouvoir de Biya qui entretient la haine tribale. C'est-à-dire que ce sont les pontes, les suppôts, les soutiens inconditionnels du régime là, qui montent des organisations, c'est-à-dire que qui instrumentalisent les tribus, qui dressent les tribus les unes contre les autres. Sinon, entre nous, Camerounais, nous, on s'entend parfaitement, quelles que soient nos origines, tribales ou ethniques. Ce sont les hommes politiques qui ont tendance à dire que quand ils se sentent en difficulté, ils commencent à monter les tribus les unes contre les autres. On crée des mouvements tels que les patriotes, les machins, pour s'attaquer aux Bamileke, pour dire comment ils sont sales, comment ils sont ceci, comment ils sont cela. Pour casser les mouvements de revendication. Le diviseur commun que l'on utilise le plus souvent au Cameroun, c'est la tribu. C'est la tribu. Tout ce que vous entendez depuis un certain temps là-haut, les Bamileke ont arraché le terrain à Yaoundé, oh ceci, oh cela, c'est le pouvoir des Biya. C'est le pouvoir des Biya qui est derrière. Même si la haine tribale a été pénalisée au Cameroun, vous ne verrez personne être traduit devant les tribunaux au Cameroun là parce qu'il s'est attaqué à une tribu. La preuve l'indique qu'on a fait semblant d'arrêter l'autre jour là, l'indique au crâne chauve là, Ebala, Sébastien. Il s'attaque aux Bamileke, aux anglophones et aux Bamoun. On a fait semblant de l'arrêter là et puis hop, on l'a relâché. C'est parce que c'est-à-dire que la haine tribale est institutionnalisée dans ce Cameroun-là. La haine tribale, c'est les intérêts du pouvoir en place. Quand les Camerounais seront unis, comme chantait quelqu'un, ça va faire mal. Voilà pourquoi le pouvoir de Yaoundé a intérêt à tout faire pour que les Camerounais s'opposent les uns aux autres, suivant leur tribu. Parce que plus les Camerounais sont divisés, moins il y a de chances pour ces derniers de se soulever contre le pouvoir en place. Parce qu'on aura toujours tendance à isoler le noyau dur de la contestation en disant que oui, n'allez pas entrer dans les histoires des Bamileke. Ah, c'est une histoire de Bamileke, mettez-vous de côté. Par exemple, quand il y avait des grèves à l'université, comment le pouvoir a fait pour casser la grève de la DEC en 2005? Je prends cet exemple-là. On a créé un mouvement au sein de la DEC appelé le PRODEF. Et le PRODEF était constitué de militants originaires du centre sud-est. Pour être plus précis, des militants petits au sein de la DEC. Et on leur a promis monts et merveilles en leur disant « Laissez les Bamileke avec leurs choses ». Voilà donc comment le pouvoir a réussi à casser, à diviser la DEC. En s'appuyant sur la tribu. Et aujourd'hui, on nous parle d'unité nationale. De quelle unité parle-t-on là? De quelle unité parle-t-on? Quand il a fallu affronter la brigade anti-Sardina, le pouvoir a monté des cyberactivistes petits pour s'attaquer à la base parce que ce pouvoir estime que la base n'est constituée que de Bamileke. Quand le pouvoir de Yaoundé a réprimé les manifestations de soutien à Maurice Kamto lorsqu'il contestait les résultats de la présidentielle de 2018, quand la police et la gendarmerie ont procédé à l'arrestation des marcheurs, des manifestants, qu'est-ce qu'on faisait? On demandait aux non-Bamileke d'accepter d'être libérés et de se désolidariser de toute marche en faveur de Maurice Kamto. Et on abandonnait les Bamileke en cellule.
On prenait leur nom, on couchait sur du papier, on balançait sur les réseaux sociaux pour dire, ah voilà, quand on vous dit que leurs histoires là, c'est une affaire de Bamileke. Ce sont les méthodes qui sont propres au régime de Biya. Ça a toujours fonctionné ainsi depuis que Biya est au pouvoir. Ça a toujours fonctionné ainsi. Diviser les tribus les unes contre les autres, dresser les tribus les unes contre les autres, c'est la méthode Biya. Et aujourd'hui, on nous parle de l'unité nationale qu'on célèbre. Le Cameroun n'a aucun problème d'unité nationale. Comme on dit vulgairement au Cameroun, c'est le manger ensemble qui fait problème. Sinon, le vivre ensemble, vraiment, n'est pas un problème au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette chronique de MBT. Partagez au maximum la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.